des doutes sur la plausibilité du patrimoine d'Emmanuel Macron. Peut-être, en tout cas, c'est pas moi qui me suis posé le premier la question, puisque l'une des premières personnes à avoir questionné la crédibilité des déclarations de patrimoine de M. Macron, c'est Aurore Berger. Bon, c'est vrai, avant qu'elle se rallie en avril 2017. Alors sur quoi poser questionnement ? C'est comment, après avoir gagné autour de 2,5 millions chez Rothschild, ce qui laisse à peu près 1,4 million après impôt, comment ce 1,4 million s'est en quelque sorte évaporé de 2014 à 2017, ce qui représente une consommation de cash d'environ 1250 € par jour. Alors, on peut dépenser de l'argent, il suffit d'acheter une voiture chaque mois, d'acheter des œuvres d'art, là où ça peut aller encore beaucoup plus vite, ou des bijoux à son épouse. Sauf que ni œuvres d'art, ni véhicules, ni bijoux ne figurent dans la déclaration de patrimoine. Donc là, on a vraiment une évaporation assez bizarre. En ce qui concerne le patrimoine immobilier, c'est Olivier Berruyer, le rédacteur en chef du blog Les Crises, qui en parle le mieux. Donc il s'est livré à une enquête très détaillée. Alors je ne vais évidemment pas la décliner ici. Je pense que vous aurez la curiosité d'aller la lire. Elle pose plein de bonnes questions. Beaucoup de questions même. Moi, il y en a une qui m'interpelle particulièrement. Monsieur Macron achète un appartement dans le 15e en 2007 pour 880 000 €. Rien d'extraordinaire. À Paris, on sait que l'immobilier coûte cher. Moi-même, j'ai acheté un appartement en 2007. On n'était ni au sommet, ni dans le creux de la vague. Bref, il n'y avait rien de spécial en 2007. Bon, il apparaît quand même que M. Macron a acheté cet appartement dans le 15e vraiment très en haut de la fourchette. Alors peut-être qu'il tenait absolument à cette adresse, à cet étage particulier. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'il revend son appartement 9 ans plus tard, en 2016, et il le revend pour 980 000 €. Alors je précise que lorsqu'il l'achète en 2007, il réalise des travaux dedans pour 70 000 €. Autrement dit, entre le coût d'acquisition plus travaux et le coût de la revente, il y a zéro plus-value. Il se trouve quand même que dans le quartier, dans le 15e, comme dans le quartier où j'habite, les prix de l'immobilier ont pris entre 33 et 40%. Alors, M. Macron est peut-être un des seuls propriétaires parisiens à ne pas avoir gagné d'argent sur l'achat d'un bien, ni en bas, ni en haut d'une vague immobilière. Alors ça pose donc, à mon avis, deux questions. Pourquoi l'achète-t-il vraiment en haut de la fourchette en 2007 ? Connaissait-il l'acheteur ? Et il le vend dans le bas de la fourchette en 2016. Connaissait-il le vendeur ? En tout cas, il y en a au moins un des deux qui a vraiment fait une bonne affaire avec M. Macron. M. Macron est le seul à ne pas avoir fait une bonne affaire sur Paris entre 2009 et 2016. Ça, jamais les médias ne s'en sont préoccupés. Assez curieux, puisque les médias, eux, se préoccupent de plein d'autres choses, des éventuelles surfacturations vidéo de la campagne de M. Mélenchon. Par contre, les sous-facturations de prêts, de salles, de meetings à M. Macron, pour l'instant, ça ne semble pas vraiment exciter la justice. En tout cas, elle va lentement. Pour M. Mélenchon, il a suffi de dénonciation, avec la bouche, dénonciation sans le moindre fait, sans le moindre élément de preuve, pour qu'il y ait perquisition au siège de France Insoumise, au domicile de M. Mélenchon, avec des effectifs de police qui relèvent d'une opération commando sur un grand réseau de prostitution ou de drogue à Marseille. Je referme la parenthèse. Bon, cette perquisition est survenue moins d'une semaine après que M. Ruffin ait dévoilé la liste, que tout le monde peut consulter d'ailleurs, des députés En Marche qui ont voté contre la discussion d'un texte de loi sur l'aide aux handicapés. Mais c'est sûrement une pure coïncidence. En tout cas, la justice, je ne l'incrimine pas, je sais qu'elle peut être extrêmement rapide. Elle l'avait été dans le cas de la campagne de M. Fillon, accusation de prêt ou de cadeau d'un costume. Bon,
plus grave, emploi fictif de son épouse. Mais là, on était sur des montants allant d'1 millier d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros. Monsieur Macron, lui, par contre, dans sa campagne, a bénéficié de ristournes sur les salles de meeting qui se chiffrent en plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors, certes, les ristournes, c'est légal, mais des ristournes dépassant ce qu'on appelle l'usage, ça ne l'est pas. La justice ne s'empare pas du sujet. Allez savoir pourquoi. En ce qui concerne les levées de fonds qui ont permis de financer la campagne de monsieur Macron, il n'y a rien à soupçonner, réellement. On a le droit de donner 7 500 € à un candidat. Alors une famille de 4 personnes, monsieur, madame, plus 2 enfants, ça fait 30 000 €. 60% sont remboursés. Autrement dit, ça coûte 12 000 €. Et quand on est ensuite exonéré de l'ISF, je pense qu'on rentre pas mal dans son investissement. Ce qui est peut-être plus borderline, c'est le fait que lorsque monsieur Macron bénéficie de dîners de levée de fonds, eh bien, les salles où se déroulent les événements sont gracieusement offerts, ou le repas. J'aurais aimé en être, surtout pour une levée de fonds à New York, dans un restaurant de monsieur Ducasse. Voilà, donc il y a plein d'éléments matériels sur lesquels la justice semble ne pas très pressée de se pencher, et les médias encore moins. Pourtant, si on en croit Madame Aurore Berger, il y aurait quelques questions à se poser.